le métier d'indépendant, c'est t'as tout dans tes mains. Alors ça peut être très responsabilisant, voire culpabilisant, parce que si tu n'y arrives pas, tu te dis c'est de ta faute. Mais en fait, tu as toutes les clés en main pour y arriver, et ça, c'est ce qui est le plus appréciable. C'est dans le monde actuel dans lequel on vit, on a ces capacités d'y aller et de se bouger et de prendre les mesures quand il est temps de prendre ces mesures. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Sophie Lerson, multi-entrepreneur et fondatrice de Télis de Sophie, mais pas que. On va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Bonjour Sophie. Bonjour Geoffroy, merci pour l'invite. Avec plaisir. Donc, ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, l'opérateur dédié 100% aux entreprises, et YouMovie, spécialiste dans les médias pour entreprises également. Donc Sophie, tu es venue aujourd'hui avec le vent dans le dos ou quelque chose du genre? On a un peu envie de tempête aujourd'hui. Eh bien, écoute, j'ai fait un très bon trajet et je suis ravie d'être avec toi pour partager ce moment. Ouais, je disais ça parce que nos auditeurs risquent d'avoir un petit peu de grésillis parce qu'on a quand même un peu de vent. Voilà. Donc désolé pour la qualité de l'audio si on a un petit peu de vent dans le micro. Donc première question Sophie, une question facile normalement. Qui es-tu Sophie ? Ah, qui je suis? Eh bien, je suis maman de 2 enfants, je suis entrepreneur depuis 12 ans et à la base, je suis passionnée par le marketing, j'adore ça. J'ai fait mes études à HEC à Liège et j'ai été consultante pendant plusieurs années en marketing et depuis 12 ans maintenant, j'ai lancé mon entreprise dans laquelle nous vendons des mélanges de plantes et de thé, de tisane et donc j'adore en fait aussi ce moment partage autour d'une tasse de thé, papoter autour d'une tasse de thé et j'ai la chance du coup de vivre de cette passion qui est le thé et le marketing. Et c'est quoi la genèse des Télis de Sophie précisément alors? Comment est-ce qu'on en vient à se dire, tiens, alors comment est-ce qu'on passe du marketing au thé? Je comprends. À la base, j'adore vraiment le fait de prendre le temps de boire une tasse de thé. Et donc, mon projet a démarré tout simplement par une étude de marché, par un bon business plan, comme je conseillerais à tous les futurs entrepreneurs qui désirent lancer un projet. C'est d'abord l'étudier, le travailler. Donc, moi, j'ai fait cette étude de marché qui... au départ, est pas super rentable. En tout cas, le plan financier n'est pas super rentable. Et donc, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire pour quand même lancer cette activité, mais garder un contact et un revenu avec le monde corporate. Et donc, j'ai lancé une activité en version un peu Tupperware. Donc, tu vois, des ateliers de dégustation de thé à domicile, ce qui me permettait de faire ça le soir, le week-end, et de tester en fait le marché. C'est ce que je dirais toujours, c'est d'aller tester le marché avant de le lancer et de faire le roll-out à grande échelle. Et donc, ça m'a permis de découvrir mes futurs clients, de lancer et tester des concepts. Ça m'a permis pendant 3 ans, en fait, de valider le besoin. Ma mission, à l'époque, pour ma marque, c'était vraiment de faire découvrir et apprécier le thé par la population belge. Parce que je ne sais pas, Geoffroy, si tu bois beaucoup de thé, mais en Belgique, est-ce que tu sais combien de thé on boit par an, par habitant ? Je n'ai aucune idée. Pour répondre à ta question, à un moment, j'avais arrêté le café. On n'avait plus de machine à café. Donc, à ce moment-là, j'ai consommé quand même pas mal de thé. Et puis, on a racheté... On nous a offert une machine à café. Depuis, je suis repassé du côté obscur. Ah là 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 là. Donc, je rebois du café. Écoute, tu n'es pas le seul. En fait, il faut savoir qu'en 2020, à l'époque où tout le monde travaillait du coup à la maison, il y a beaucoup de personnes qui se sont retournées vers le thé. Donc, on a la machine à café au boulot. Et puis, à la maison, quand on peut prendre un peu le temps de préparer sa tasse de thé. Et du coup, pendant le Covid et pendant 2020-2021, on a vraiment vu une augmentation de la consommation du thé parce qu'on prend le temps et on oublie le thé qu'on retrouve dans les machines à café, là, qui est vraiment pas très Et donc, combien de personnes, alors, pour répondre à ta propre question, combien de personnes boivent du thé en Belgique? Alors, c'est pas combien de personnes, mais la question, c'est la quantité. Ah, et oui, donc, oui, on est à ça. 100 grammes de thé par an, par habitant, au moment où moi, je démarre, donc en 2012. Et mon objectif, c'est vraiment d'augmenter cette quantité de thé consommé. Et alors, on peut dire qu'on a joué dans le game, puisque en 2016, on était à 140 grammes de thé par an
par an par habitant en Belgique. Donc, on a augmenté de 40 grammes. Et 40 grammes, ça équivaut quand même à une quinzaine de tasses. Et donc, en Belgique, on est sur une moyenne de 45 tasses de thé par an par habitant, ce qui n'est pas beaucoup quand on compare ça avec la moyenne mondiale. Allez, une deuxième petite question, Geoffroy. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. C'est ton côté podcasteuse qui ressort. À ton avis, qui sont les plus grands consommateurs de thé ? Les Anglais, j'espère. Ah, eh ben écoute, effectivement, les Anglais sont deuxièmes dans ce classement. Même pas les Anglais. Et les premiers, ce sont les Turcs. Ah oui. Ouais. Donc là, on est vraiment à une grosse consommation, 7,4 kilos de thé par an par habitant. Donc c'est vraiment la boisson d'accueil là-bas. Et effectivement, les Anglais sont les deuxièmes. On pourrait croire que ce sont les Chinois, mais les Chinois ont une consommation où ils font réinfuser les feuilles de thé au fur et à mesure de la journée. Donc on a cette consommation qui n'est pas calculée de la même façon. Voilà, et donc tout ça pour dire que ma mission, c'était vraiment d'augmenter et de rendre accessible le thé en Belgique à travers des ateliers. Et puis au fur et à mesure, on a créé une boutique en ligne, on a mis le thé à la carte dans les restaurants, proposé les thés dans les magasins en Belgique, en France et au Luxembourg, ce qui nous permettait d'avoir ce côté B2C et B2B. Et puis au final, il y a 3 ans maintenant, j'ai ouvert en fait ce petit propre salon de thé. Après avoir été en vente dans beaucoup de magasins dans le Benelux, ça m'a permis enfin d'ouvrir ce showroom. Et en fait, ça a été une super expérience parce que du coup, ma marque était connue et du coup, ça m'a permis d'ouvrir un magasin dans lequel, en fait, il y avait déjà des clients. Les clients étaient là le jour de l'ouverture, il y avait une file pour rentrer dans le magasin. Et donc, finalement, le fait d'avoir été tester le marché par une autre porte d'entrée, ça m'a permis de valider et d'avoir une certaine sécurité financière aussi. Je l'ai dit en intro, tu es multi-entrepreneur. C'est quoi tes autres casquettes ? Comme je te l'ai dit, je suis passionnée de marketing et pendant ma carrière, en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de venir justement partager mon expérience en tant qu'entrepreneur pour des personnes qui auraient justement envie de se lancer, qui auraient des questions, etc. Et donc, au fur et à mesure de ces partages d'expériences, j'ai adoré justement ce côté partage, apprendre tout ce que j'ai pu découvrir durant mon parcours. Et donc, en fait, on m'a proposé de donner des cours en marketing digital, en stratégie commerciale, en gestion d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, j'ai cette casquette d'entrepreneur formateur puisque j'ai la chance de donner des formations dans différentes écoles. Je ne sais pas si je peux les citer dans ton podcast. Je peux citer, il n'y a pas de... Donc, j'ai la chance d'être Eagle Coach à la Eagle Academy. Je donne des formations à l'IFA PME et je donne des formations à la Co-Guest House à Mons, donc sur des sujets divers comme le marketing digital, la stratégie commerciale. Et j'ai lancé aussi mon podcast, comme toi, donc l'année passée, parce que j'avais vraiment envie de mettre en avant justement ces entrepreneurs qui se lancent. Donc, on n'est pas sur un podcast où on va voir comment est-ce que vous avez réussi etc. Mais c'est vraiment quels sont les défis que vous avez traversés à travers la création de votre entreprise, voire même quels sont les défis que vous avez rencontrés qui ont fait que vous ne vous êtes pas lancé en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vraiment l'idée de mettre en avant toutes ces personnes qui ont un projet, une envie, et quelles sont les étapes par lesquelles elles passent. Et puis alors, je distille mes petits conseils en marketing. On saluera tonton Fabien. Ça se passe bien à l'Académie. Écoute, ça se passe plutôt bien. On aborde les 7 leviers du profit pour l'instant. Et je dois dire que les aigles qui participent à cette formation, cette édition, sont sont des bons travailleurs, des bons bosseurs, et ils mettent en place très très vite ce qu'on leur propose comme action. C'est chouette. Raconte-nous une journée type dans la vie de Sophie. Je savais que tu allais me poser cette question-là. Et en fait, il n'y a pas de journée type. Une journée type, comme je les aime, c'est commencer par ma routine matinale et personnelle. Donc, je me lève assez tôt et je prends le temps de faire mes petits exercices de visualisation, de méditation, d'affirmation. Je fais du sport aussi. Et puis, quand tout le monde se lève à la maison, je fais ce qu'il faut faire pour préparer les enfants, etc. Et puis, je me remets à travailler, donc vers 8h45. Et puis après, je me prépare mon petit déjeuner avec ma tasse de thé vert, toujours. Et l'idéal, c'est de pouvoir avoir un bon temps de midi qui me permette d'aller refaire du sport et retravailler l'après-midi. Et par contre, j'ai
j'ai tendance à retravailler le soir. Donc, je m'octroie plus de moments de sport la journée pour pouvoir retravailler un petit peu le soir. Et tu as une morning routine ou Oui, voilà. Donc, ma morning routine, c'est vraiment les 6 étapes savers, comme je les appelle, avec un moment de silence, avec un moment de visualisation, d'affirmation. Tu es de ceux de cette école. Oui, je suis de cette école et honnêtement, je ne sais pas si toi, Geoffroy, tu fais ce genre de routine. Non. Okay. J'ai essayé un moment, mais je n'ai pas su. Le plus dur, c'est pas de le faire, je pense, c'est de s'y tenir. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut 21 jours pour tenir une bonne habitude. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout des 21 jours, tu vois vraiment le bénéfice sur ton corps, sur ta concentration, sur l'avancée de tes projets. En fait, ça booste le focus et la concentration. Donc, c'est vrai que c'est une habitude à prendre et de temps en temps, on a un petit peu ce côté down, cette petite flemme qui nous dit non, je ne me lève pas, je n'y vais pas. Mais en fait, si tu mords sur ta chic pendant 21 jours, après, ça devient même plus agréable. Et c'est un peu comme le sport. Le sport, tu as du mal à y aller, mais quand c'est fait, tu es content. Et la morning routine, je dirais que c'est la même chose. Tu prends cette habitude. Au début, tu te bottes un petit peu les fesses, mais après, ça fait du bien. Je vais réessayer alors. Oui, d'accord. Écoute, justement, 1er février, c'est Dry February pour certains. Et donc, tu pourrais te dire que ta routine, c'est 28 jours au mois de février. Il y a moyen. On testera ça, je te dirai quoi. D'accord. Donc, quel conseil donnerais-tu à toi-même, à 18 ans? Ou peut-être bientôt à tes enfants. Donc, Ah là là, à 18 ans. Moi, j'étais déjà une entrepreneure à l'époque. Depuis mes 8 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. J'avais fait les études pour. Et donc, à 18 ans, je sais que je travaillais déjà beaucoup, que je faisais déjà beaucoup de sport. Donc, je dirais juste, fais encore plus attention à ton alimentation, à ce que tu ingurgites de façon alimentaire et intellectuelle et de t'entourer encore de personnes qui t'élèveront encore plus. Voilà, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire à 18 ans. Je suis sortie, j'ai rencontré plein de potes, j'ai fait mes études, j'ai eu des échecs, j'ai étudié, je me suis relevée, j'ai réussi mes années d'ingénieur sans trop de difficultés. Donc je pense que c'était une belle période, mais je ferais vraiment plus attention à ce que je mange, ce que je lis, ce que je suis comme information. On te dirait faire ce que tu as fait, mais encore plus. Encore plus, oui. Après, c'est vrai qu'on a, à 18 ans, on a le monde à découvrir et on a aussi les choses à essayer, je pense. Oui. Peux-tu nous partager une anecdote inattendue dans ton parcours entrepreneurial qui a marqué un vrai tournant dans ta carrière? Il y a vraiment eu un avant et un après. Le fait de démissionner d'un poste de cadre dans une banque et de tout quitter, un salaire, une sécurité, comme beaucoup de personnes qui sont venues dans ton podcast, j'ai quitté cette prison dorée pour aller vendre du thé. Ça, c'est les fêtes, en fait. C'est vraiment pour aller vendre du thé, pour croire à une aventure qui est une passion avant tout. Et donc, c'est un gros changement, c'est un gros... aux yeux des parents, aux yeux de la famille, c'est une incompréhension. Mais comment est-ce que tu peux quitter un job dans lequel tu gagnes si bien ta vie? Comment est-ce que tu peux quitter tout ça pour aller vendre du thé? Mais en fait, c'est la plus belle expérience. C'est l'expérience qui a forgé le caractère que j'ai. C'est l'expérience qui a fait la femme que je suis, qui n'a plus ce syndrome de l'imposteur. Maintenant, je suis qui je suis. Je pense que j'aurais jamais pu aller donner des formations telles que je les donne maintenant avec l'assurance et l'expertise que j'ai. C'est vraiment le fait d'être entrepreneur et d'avoir ma propre boîte. Je dois aller vendre tous les jours. C'est mon job, c'est d'aller représenter ma marque, c'est d'aller représenter le bien-être, c'est d'aller représenter la santé. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment le gros changement. C'est, en fait, c'est prendre tes responsabilités et y aller. Mmh. Et comment est-ce que tes proches ont réagi quand tu as pris cette décision de vendre du thé?
Alors, quand je suis devenue indépendante complémentaire, pas de souci, c'était un peu... elle va jouer à la dinette et puis elle revient. Donc ça, c'était ma passion et c'était très bien. Par contre, quand 1er janvier 2016, je suis indépendante et tous les jours, je dois me lever pour aller générer le chiffre d'affaires, ça, c'était différent. Je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de craintes, une fierté aussi par rapport à elle ose et elle y va. Moi, j'avais toujours cette assurance que j'avais mon diplôme, que j'avais les capacités de retrouver un travail et que en fait, j'avais les clés en main. Quand tu es entrepreneur, tu as toutes les clés en main. Tous les jours, tu recommences une journée. Tous les jours, tu as les capacités d'aller chercher ton chiffre d'affaires. Tu as les capacités d'aller faire ce que tu n'as jamais fait pour essayer de générer ce que tu n'as jamais généré. Et donc, c'est vraiment le métier d'indépendant, c'est t'as tout dans tes mains. Alors, ça peut être très responsabilisant, voire culpabilisant, parce que si tu n'y arrives pas, tu te dis, c'est de ta faute. Mais en fait, tu as toutes les clés en main pour y arriver. Et ça, c'est ce qui est le plus appréciable. C'est dans le monde actuel dans lequel on vit, on a ces capacités d'y aller et de se bouger et de prendre les mesures quand il est temps de prendre ces mesures. Donc, je pense que ma famille, c'était une sorte de crainte, d'incompréhension, mais en même temps, fierté parce qu'elle l'a fait. Mmh. Mais j'entends ici ton message très positif par rapport au fait de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Est-ce que tout le monde, d'après toi, peut devenir entrepreneur ? Honnêtement, j'en accompagne beaucoup des porteurs de projets qui ont une idée, qui ont une passion. Et je ne sais pas si la réponse que tu attendais était oui, mais ma réponse sera plus nuancée. Je pense que non. Je pense qu'il y a des profils qui ont envie de créer leur projet parce que c'est leur passion, parce que c'est ce qui les anime, mais qui ne sont pas prêts à investir et sacrifier du temps, sacrifier une vie de famille, sacrifier une vie personnelle, sacrifier de l'argent. Ça demande beaucoup d'investissement et tout le monde n'y est pas prêt. Et en fait, c'est très bien comme ça. Je veux dire, chacun a sa place et chacun peut prendre sa place. Mais il faut être clair qu'être indépendant, c'est du travail au quotidien, c'est un investissement 100%. C'est un peu la réponse que j'attendais, parce qu'effectivement, on est un peu dans ce monde, notamment avec l'infoprenariat, où on a l'impression, si tu regardes quelques chaînes YouTube et autres, que c'est facile. Et donc, c'est un message intéressant d'avoir ce truc. Non, c'est pas facile, effectivement. Oui, je pense que tu le sais aussi. C'est très enrichissant. C'est vraiment un métier, c'est vraiment un investissement de ta vie, mais qui te fait évoluer. Je pense que j'ai plus évolué en étant 10 ans indépendante que sur toute ma vie. Ça te fait donner confiance, responsabiliser. Vraiment, tu level up ton développement personnel, ta carrière, etc. Mais je dirais pas de les mots, mais waouh, quoi, c'est un investissement, hein. Ouais, je pense qu'il faut le dire. Je pense que c'est un message à donner, de dire oui, c'est pas facile. 2, ça prend du temps aussi. Voilà. Et puis, il y a aussi le côté argent facile aujourd'hui qui arrive aussi beaucoup sur les réseaux. On a l'impression que tu mets, ces derniers temps, c'est peut-être vrai, mais un peu d'argent, tes économies dans des cryptos et que tu deviens, très riche. Oui. Donc, ce côté, c'est pas le côté, voilà, tout est respectable, mais c'est plutôt le côté, c'est facile qui est en train de... Voilà, qui me pose un peu personnellement un peu problème. Oui, je comprends. Et effectivement, alors tu reçois plein de formations, tu peux suivre plein de formations qui te vendent monts et merveilles. Et effectivement, il y a ce côté technique. Et si tu mets en place cette technique, tu peux y arriver. Tu peux avoir beaucoup de succès et des fois très, très vite. Mais il y a aussi un facteur chance. Et ce facteur chance, en fait, c'est quelque chose que tu ne sais pas reproduire. C'est un côté magnétique, un côté énergétique, un côté charismatique que des formations auront quand même du mal à t'apprendre. Et ça, pour moi, c'est aussi un travail d'énergie. Quand on fait une routine matinale, on travaille son énergie aussi. Alors, on est plus dans le développement personnel, dans ce côté un peu moins terre-à-terre, mais ce côté énergie, aller chercher son énergie. Parce que quand on est entrepreneur, on est souvent seul. On est
Alors, quand tout va bien, c'est très positif. Et puis après, tu peux aussi tomber dans des phases où tu rumines, où tu te dis ça ne va pas. Et en fait, quand tu es dans cette boucle où ça ne va pas, où tu as l'impression que ta roue de la fortune, elle est bloquée, en fait, que cet argent ne rentre pas. Ou alors, il rentre, mais il sort directement. Travailler sur cette énergie avec des routines matinales, avec avoir quelqu'un à ses côtés qui travaille dans cette énergie, ça te permet aussi de relever ce niveau énergétique qui, quand tu es peut-être employé ou entouré dans une entreprise, va s'auto-réguler au contact des autres. Mais quand tu es entrepreneur, tu es quand même souvent seul. Ouais. Tu parles de facteur chance, tu dirais un facteur chance ou plutôt un momentum? Je pose la question parce que je parlais récemment avec un entrepreneur qui a très bien réussi, mais il le disait lui-même, il disait si je devais recréer la même chose aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Oui, c'est ça. Ça ne marcherait pas de la même façon. Donc, est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que c'est vraiment être avec la bonne idée au bon moment Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'idée au bon moment, et moi, pour le tester et le voir sur 12 ans de marché, j'essaye d'être précurseur sur beaucoup de produits, donc beaucoup de tendances dans tout ce qui est compléments alimentaires, enfin pas compléments alimentaires, mais superfood, des produits qui viennent d'ailleurs et d'essayer de les mettre la première sur le marché. Souvent, moi, je suis trop tôt. Et quand t'es trop tôt, en fait, c'est pas bon non plus. Il faut pas être trop tôt, il faut pas être trop tard, il faut être au bon moment dans les premiers. Et un dernier exemple, au mois de décembre, on sort un nouveau produit, mais vraiment parfaitement au bon moment. Parfaitement au bon moment. 3 jours plus tard, c'était trop tard. 3 jours plus tôt, c'était trop tôt. On le sort vraiment dans une phase où les gens sont... Il fait pas beau, les gens sont un peu... c'est la course, Noël, etc. Et on sort ce produit qui est un produit qui vend plutôt une phase de détox au mois de janvier, qui arrive très très bien pour être mis sous le sapin. Et ça fonctionne. Et par contre, je vois des produits comme le matcha. Moi, le matcha, ça fait 12 ans que j'essaye de le mettre sur le marché. Et là, maintenant, on le voit, c'est une grosse tendance sur Instagram. Toutes les jeunes filles adorent le matcha. Voilà, et moi, ça fait 12 ans que j'essaye de mettre le matcha et j'essaye de montrer les bienfaits, mais le marché n'était pas prêt à entendre ça. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un momentum et puis il y a une histoire de chance. Moi, si j'étais présenté mon produit début décembre, j'ai eu la chance d'être en radio et de le présenter. Si je sortais mon produit ce jour-là sur mes réseaux, ça n'aurait pas fait le même effet. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce momentum, correspondre aux besoins du marché au bon moment, et puis cet espace chance et pour travailler, parce que souvent on dit si t'as pas de chance, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? À mon avis, il y a vraiment ce travail d'énergie autour de toi. Alors là, on est beaucoup moins dans le terre-à-terre, mais travailler cette énergie et rayonner cette énergie, je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment, l'échec est formateur, est-ce qu'il y a un échec que tu pourrais partager avec nous qui a été très formateur pour toi Alors, je ne sais pas si c'est un échec, mais en tout cas, c'est très difficile pour moi, en plus, qui suis dans le marketing. C'est quand je vois certaines sociétés concurrentes, ou en tout cas qui sont dans le même marché, et qui font vraiment qui vont chercher des gros investissements, qui ont un temps sur le marché pour être rentable de 18 mois. Et donc, ils vont chercher des gros budgets. Et à l'inverse, moi, j'ai vraiment tout construit petit à petit, en prenant beaucoup de temps, en investissant du temps, en investissant petit à petit sur ma notoriété. Et puis quand on voit les sociétés qui sont allées chercher beaucoup de fonds, qui ont investi vraiment beaucoup en marketing, pour quelqu'un qui adore le marketing comme moi, mais qui a vraiment créé son entreprise avec un budget quasi nul à la base. Je me souviens, j'avais 1 000 €, je les ai investis dans mes premières feuilles de thé, etc. Pour moi, c'est vraiment un désapprentisage, c'est d'avoir ces fonds en investissement marketing pour démarrer, parce que c'était il y a 12 ans, et donc il y a 12 ans, le marché n'était pas le même, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avoir cet investissement à faire en marketing, c'est vraiment un apprentissage que je donne maintenant à mes porteurs de projets, c'est prévoyer un budget pour ça. Mmh. Comment est-ce que tu utilises ton entreprise pour avoir un impact positif sur la société ? Le thé, c'est avant tout prendre le temps, c'est prendre une pause bien-être pour soi, c'est se retrouver, c'est partager un moment, c'est très fédérateur.
J'ai encore l'image des petites filles qui boivent leur tasse de thé, d'une maman avec sa fille. Et donc, que ce soit dans notre magasin ou quand on livre nos produits à domicile, c'est vraiment l'idée de recréer ces moments de partage au sein de la population. C'est de recréer aussi ces moments bien-être. Et puis, le thé, ça reste un produit sain qui fait du bien, qui apporte des vertus. Alors, je vais pas toutes les citer, mais le thé, c'est un produit bon pour la santé. Et donc, à travers ces plantes-là, on améliore aussi la santé. Mmh. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'une prise de décision difficile que tu as dû prendre et voilà, qui t'a beaucoup appris? Les licenciements, c'est toujours des prises de décision qui sont pas évidentes. C'est souvent un élément qui revient. J'ai dû, à contre-cœur, licencier une personne avec qui ça se passait bien, qui faisait du bon travail. Mais c'est juste que c'était un élément en trop par rapport au budget. Et donc, c'est vraiment très, très dommageable d'avoir dû se séparer de cette personne-là. Ça a été un choix vraiment pas facile, mais un choix qui était nécessaire pour la continuité du business. Et donc, ça a été un choix pas facile, mais en même temps, j'étais assez fière de moi de prendre cette décision plutôt rationnelle faire fi, c'est pas vrai, mais faire avec mes sentiments et cet attachement humain et plutôt regarder le rationnel pour continuer. Et ça, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est des choix qu'on doit faire aussi qui sont pas souvent agréables, mais moi, ça m'a permis de me dire, OK, là, maintenant, c'est une décision de chef d'entreprise plutôt que d'amis. Tout à fait. Quelles sont tes sources d'inspiration entrepreneuriale majeures, que ce soit des lectures, des mentors ou des expériences? En fait, moi, c'est le monde sportif. Donc, j'adore regarder ce qui se passe dans le monde sportif, même... Alors, je joue au tennis et donc j'adore regarder les habitudes des sportifs et de voir à quel point... en fait, c'est très régulier. Quand on parle de routine, c'est des routines qu'ils ont tous les jours. Je lisais Nadal qui expliquait qu'un jour, il a choisi d'aller pêcher plutôt que d'aller s'entraîner pour son match qu'il a perdu. C'est pas un match important, mais pour lui, c'était hyper important. En fait, ce jour-là, il a choisi le plaisir plutôt que la routine, plutôt que l'entraînement. Et du coup, pour lui, c'est la raison pour laquelle il a perdu son match le lendemain. C'est parce qu'il n'est pas allé s'entraîner la veille et qu'il a décidé d'aller pêcher. Je veux dire, pêcher, c'est se lever tôt, c'est aller dans cette zénitude, etc. Donc, c'est pas non plus, il n'est pas allé faire la fête. Il est vraiment allé faire une activité qui le ressource aussi, mais c'était pas dans son entraînement, c'était pas dans son plan, et donc pour lui, il a raté son match à cause de ça. Et moi, c'est vraiment des choses qui m'inspirent. Même les cyclistes, quand tu les vois s'entraîner sur les montagnes, je vais souvent en Espagne, et donc tu les vois s'entraîner. C'est des heures d'entraînement. Je vois mes enfants, ils ont des envies sportives et de champions de football, par exemple, et je leur dis, mais prends exemple sur ces sportifs-là, ceux qui réussissent vraiment, c'est un entraînement, ils y pensent tous les jours, c'est une routine tous les jours, c'est pas lâché. Et moi, ça m'inspire beaucoup. On entend souvent ce parallélisme justement entre le sport et l'entrepreneuriat, sauf que dans le sport, en général, à 30-35 ans, leur carrière est terminée. Dans l'entrepreneuriat, c'est loin d'être le cas. Oui. Est-ce que c'est possible de garder justement cette même intensité sur une carrière complète jusqu'à 67 ans? Je pense que tous les grands sportifs ont une belle reconversion et on entend moins évidemment parler après leur carrière sportive de leur routine, mais pour en connaître certains, je sais qu'ils gardent cette routine et cette intransigeance par rapport au respect justement de la régularité. Je pense que c'est une habitude. De nouveau, on est vraiment sur créer une habitude. Tous les jours, tu te brosses les dents, tous les jours, tu te laves et tous les jours, tu t'habilles et tous les jours, tu mets ton sourire. Pourquoi pas rajouter tous les jours, tu fais 20 minutes de sport, tous les jours, tu fais ta méditation et tous les jours, tu
tu te donnes pour mission d'aller faire rayonner le monde ou peu importe quelle est la mission que tu te donnes en tant qu'entrepreneur. Je crois vraiment que créer cette routine et cette habitude, c'est ça qui les gardera en forme jusqu'au bout. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité, vivante ou décédée, pour un petit lunch, un business lunch, qui choisirais-tu et pourquoi? C'est une sportive, c'est une entrepreneur aussi. Elle s'appelle Sissi Mua. Alors, elle a réussi pour moi à créer vraiment le besoin de retourner au sport. Et là où elle est arrivée, c'est vraiment avec une offre en entreprise. Et donc, tu pourrais dire, c'est une coach sportive comme toutes les coachs sportives. Effectivement, elle a créé tout son business en ligne. C'est une influenceuse devenue entrepreneur en ligne. Et la dernière sortie de ses produits en entreprise, pour moi, m'inspire beaucoup parce que c'est vraiment... elle reste au cœur de sa mission, qui est rendre accessible et remettre le pouvoir aux gens grâce au sport, mais elle le rend aussi accessible en entreprise. Et pour moi, c'est vraiment très, très inspirant la façon dont elle est allée d'une passion, elle est allée créer une mission de vie. Tu dis que tu es dans le marketing, communication. Comment est-ce que tu vois un peu les évolutions du secteur aujourd'hui, avec les arrivées de l'IA, comment est-ce que tu vois et tu vis ces évolutions aujourd'hui? Oui, c'est vraiment en constante évolution. Comme tu le dis, mon cours, je dois le changer tout le temps. Pour moi, les réseaux sociaux sont devenus vraiment des médias sociaux. Et donc, on est beaucoup moins dans cette optique de réseau tel qu'on était il y a 12 ans. Donc, on est vraiment sur des médias. Et donc, nous, en tant que marque, on doit devenir vraiment des créateurs de contenu et non plus des publicitaires. On doit vraiment devenir des créateurs pour créer une relation avec nos fidèles, nos ambassadeurs, nos passionnés. Et à l'époque, on avait nos blogs, on avait Skyblog, nos forums, etc. Et c'est, à mon avis, vers là qu'on va retourner, vers des plateformes peut-être un peu plus extérieures, sur lesquelles on va venir retrouver des passionnés qui se passionnent d'un sujet. Voilà, Mastodon, des choses comme ça vont faire ce move, et on va retrouver ces forums, ces communautés de passionnés. Et donc pour moi, 2025, c'est vraiment l'année de la communauté, où on va recréer des communautés partout. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais depuis début janvier, tout le monde crée sa communauté. D'ailleurs, on va sans doute avoir la communauté des entrepreneurs. Pour moi, c'est vraiment ce changement qui est là, économie de plutôt créateurs, et des communautés qu'on va voir pousser un peu pousser partout. Et puis, on a ce retour à la propriété de la donnée, qui est lié, ça, évidemment, au monde de la crypto, au monde des blockchains, et on le voit de plus en plus. C'est ce retour à la propriété. On abandonne Facebook. Alors, il y a encore énormément de monde sur cette plateforme, mais on abandonne ces plateformes pour retourner sur des plateformes où on est vraiment maître de ce qu'on partage. Ouais. Et toi, l'IA, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout? Alors, je l'utilise au quotidien, tous les jours. J'essaye de l'apprendre aussi à mes enfants. C'est important qu'ils puissent l'utiliser au quotidien. Je n'ai pas peur de l'IA. Je ne suis pas contre l'IA. Je suis plutôt ravie d'avoir un outil qui me permette d'avancer plus vite. Et je pense que si on l'apprivoise, on pourra vraiment aller encore plus loin. Tu es dans le marketing digital, mais tu es aussi une femme de réseau. Comment est-ce que ça se passe pour toi, le networking, le réseautage? Alors moi, j'imagine que tu le dis souvent, mais le networking, je le vois vraiment et en offline et en online. Donc c'est important le online. Mais le réseautage offline est vraiment très très important. Préparer son réseautage avant, le jour J, être vraiment là pour rayonner et pour donner aux autres, faire son après réseautage. C'est vraiment quelque chose que je travaille, et je mets dans mon agenda du réseautage au minimum une fois par semaine. Alors ça peut être du réseautage
très business et ça peut être du réseautage très non officiel. Mais c'est important pour moi et c'est vraiment ça qui m'a permis de créer la notoriété de ma société. Quels sont tes conseils de réseautage, de networking ? Tu veux dire quel club, par exemple ? Par exemple, oui. Oui. Notamment, oui. Quels sont les best places to network ? Alors moi, je fais partie du réseau des Dames de la Réunion. Donc c'est un business club de dames présent notamment dans le Hainaut et dans le Brabant wallon. C'est vraiment un club très bienveillant où on retrouve cette multiplicité de contacts potentiels, que ce soit business, donc vraiment faire du networking, mais c'est aussi très culturel, ça peut être même sportif, ça peut être juste du contact. On a vraiment toutes sortes d'événements. Après, je fais partie aussi du business club de UCM Mouvement. C'est le BNI, j'y vais aussi, mais c'est plus difficile d'intégrer ça dans ma routine matinale. Et après, je suis là aujourd'hui, tu vois, ça c'est du networking et c'est important aussi. Tout à fait. Le premier que tu as cité, c'est les Dames de la Réunion. Donc tu fais une différenciation entre l'entrepreneuriat féminin et masculin. Comment est-ce que tu vis ça ? Écoute, en fait, quand je suis arrivée dans ce club, c'était au sortir du Covid. J'avais vraiment besoin de retrouver ce contact. Et donc, tout simplement, je suis allée sur quefaire.be. Et donc, si vous cherchez une source de trafic, eh ben, quefaire.be, ça existe encore et ça amène encore des leads. Et donc, je suis allée sur quefaire.be et j'ai cherché événements d'entreprise. Et je suis tombée par hasard sur ce business club. J'y suis allée, mais justement, moi, je suis pas... alors, le mot n'est pas très correct, mais je suis pas féministe, c'est-à-dire que je ne cherche pas spécialement des événements où on va retrouver que les femmes. J'aime la sororité, mais c'est pas quelque chose qui transcende en moi. En tout cas, je ne cherchais pas spécialement à avoir un business club que de femmes, mais il s'avère que je m'y plais bien. Il s'avère que j'ai trouvé des super relations. Je dis toujours, c'est du donnant-donnant, donc c'est vrai que je donne du temps, je donne de l'énergie, je donne de la visibilité à ce club, mais en même temps, c'est un retour aussi. Je pense qu'il pourrait y avoir des hommes et ça pourrait aussi très très bien se passer. C'est juste que là, à ce moment-là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Tu parles de quefaire.be, il y a mieux aujourd'hui, il y a EasyMeetup quand même. Écoute. On va faire une autre petite autopub. Donc EasyMeetup, qui est je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est une plateforme qui répertorie tous les événements business, networking. Ah, wonderful, ça, je vais l'enregistrer. En Belgique francophone, donc c'est mis à jour régulièrement et plus ou moins tous les événements business sont répertoriés. Donc easymeetup.be. Parfait. Alors, est-ce que tu as remarqué un changement du regard des autres par rapport à ta réussite ou ton succès entrepreneurial ? Des gens qui n'y croyaient pas, qui ricanaient au début, qui se sont dit aujourd'hui, qui disent waouh. Je ne sais pas s'ils me l'ont dit ou pas, mais c'est sûr que le fait de dire que tu es entrepreneur, le fait de dire que tu as un business avec des employés, c'est vraiment la tendance pour l'instant. C'est vraiment tout le monde a vraiment cette envie de devenir indépendant, en tout cas de ne plus avoir de chef, de ne plus dépendre de quelqu'un. Donc je pense que ça, aux yeux des gens, c'est une belle réussite. Le fait de ne pas être seulement solopreneur, mais donc d'avoir des employés. Moi, j'ai une équipe au magasin. On a une équipe qui produit les mélanges de thé. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une fierté. Et je pense que les gens se disent ok, en fait, il y a moyen, c'est possible. Mais les gens ont surtout vu aussi le travail derrière. Je veux dire, c'est pas arrivé comme ça. Il y a vraiment un investissement. Je travaille beaucoup. Je dirais pas que je travaille de trop, mais je travaille beaucoup. Ça n'arrive pas par hasard. Donc, il y a un regard qui est... Elle a consacré le temps qu'il faut et elle y arrive. Mais voilà, c'est du travail. Oui, tu dis aujourd'hui, il y a cette hype, beaucoup de gens vont devenir entrepreneurs, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une recherche de sens, ou plutôt les gens cherchent le fameux pourquoi de Simon Sinek, mais plutôt les gens sont dans ce... Et finalement, leur conclusion, c'est de dire, finalement, ce pourquoi, comment développer mon pourquoi, c'est en devenant entrepreneur, mais s'il n'y a pas moyen de se réaliser autrement que... Oui.
Est-ce que c'est un passage obligé? Mais en fait, c'est ça. Les porteurs de projets que j'accompagne, on démarre souvent par cette grande question, c'est quel est ton grand pourquoi et quel est ton profil à toi et est-ce que ça matche avec le profil entrepreneurial? Parce qu'effectivement, on a souvent cette perte de sens. Certains viennent aussi avec le fait qu'ils ne peuvent plus piffer leur patron, qu'ils n'ont plus envie d'avoir cette relation de chef. Mais effectivement, tu n'es pas obligé de créer ton entreprise pour ça. Tu peux avoir ta petite activité à côté, passion. Tu vas faire de la poterie tous les soirs et ça te donne ce dont tu as besoin. Je pense qu'on est sur créer sa vie, en fait, telle qu'on en a envie. Mais c'est pas spécialement passé par le côté indépendant qui va répondre à ce besoin parce qu'il y a toute une réalité technique, financière qui est là et qui ne correspond pas toujours à sa mission et son sens. Je vois beaucoup de personnes qui, parce qu'elles ont fait un burn-out, veulent se lancer dans le monde du coaching, du bien-être, etc. Mais certaines de ces personnes ne sont pas prêtes à être indépendantes. Certaines de ces personnes ne sont déjà pas guéries elles-mêmes de leur propre burn-out. Et donc, vouloir se lancer pour donner du coaching, pour aider les autres, simplement parce qu'on a testé des choses qui ont fonctionné sur nous, est-ce que c'est vraiment ça qui va te porter tout au long de ton projet? Parce que c'est pas juste créer ton projet, le lancer, hein, c'est vivre de ça pendant 40 ans. Oui, tout à fait. Il faut garder cette mission de vie tout le temps. Ça doit être un grand pourquoi. Et puis le côté qui revient souvent aussi, c'est liberté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, je pense que en étant entrepreneur, tu as cette liberté de faire les choses comme tu le veux, mais tu n'as pas la liberté de les faire ou pas. Tu dois quand même vendre, tu dois quand même faire ta comptabilité. Ça, c'est un élément qu'on oublie ou qu'on occulte parfois aussi. Mais oui. Tu as la liberté que le business va te donner aussi. Hein. Et comment est-ce qu'on équilibre sa vie privée et sa vie professionnelle quand on est entrepreneur? Alors moi, j'ai un super bon agenda et donc je note tout. Tous les matins, mes routines, je note donc une fois par semaine, j'ai mon CEO time, donc c'est 2 heures vraiment où je travaille sur mon business, et pas dans mon business, hein, tu connais. Je connais. Et vraiment, je note tout. Alors, j'ai un gros défaut, c'est que je suis très optimiste et donc je suis souvent en retard parce que je pense toujours que je vais réussir à faire certaines choses en un laps de temps qui est très très court. Mais j'essaye au fur et à mesure de mieux en mieux mesurer, établir le temps que ça va prendre. Et du coup, je mets vraiment du temps personnel, même dans mon agenda, c'est obligatoire. Et comment quelle est ta vision pour l'avenir, pour ton avenir entrepreneurial? Est-ce que tu conserves le côté multi et tu continues à faire un peu de tout? Ou est-ce que tu vas t'imagines plus te concentrer un moment sur l'un ou l'autre volet de ton activité? En fait, depuis début janvier, j'ai vraiment cette question qui me trotte, c'est OK, aujourd'hui, tu as 40 ans et dans 25 ans, tu as l'âge de la retraite. Et donc, il te reste 25 ans, en fait, pour construire. Alors oui, tu peux travailler jusqu'à 75 ans, mais voilà, c'est pas spécialement ce que j'ambitionne. Donc, il te reste 25 ans pour construire le projet de tes rêves et aussi de prévoir l'après. Qu'après 65 ans, tu ne travailles plus, donc tu n'as plus, a priori, de revenus professionnels. Mais donc, il faut arriver à créer un business qui va générer du revenu professionnel pour après tes 65 ans, avoir des revenus passifs de l'immobilier, etc. Et donc, je suis dans toute cette réflexion par rapport à, OK, il faut créer un business qui va générer jusqu'à tes 65 ans, mais au-delà aussi. Et quand je regarde ça, il y a aussi tout ce qui est marketing digital, parce qu'aujourd'hui, je suis tout ça, mais peut-être que dans 20 ans, j'aurai peut-être plus les mêmes capacités de suivre. Et puis voilà, à 60 ans, t'as pas non plus le même mindset qu'à 40, ni à 20. Et donc, il y a vraiment cette introspective que je suis en train de faire, c'est qu'est-ce que je voudrais pour le reste des 25 ans en tant qu'entrepreneur et pour la suite. Et donc, je n'ai pas une réponse précise à ta question, mais sache que j'y réfléchis. Et quels sont, d'après toi, les 3 fondamentaux de la réussite entrepreneuriale, les incontournables que tu inculques à tes porteuses de projets? Ah oui, alors c'est l'analyse de chiffres.
Moi, j'adore faire des tableaux avec tous les chiffres. Quand je te disais, avec la Eagle Academy, on travaille sur les 7 leviers et j'arrête pas de leur dire, notez vos chiffres dès le départ avant d'améliorer des choses, avant de mettre en place des choses. Puis on met en place des choses, puis on mesure. Donc, c'est vraiment mesurer, établir vraiment des statistiques, beaucoup de statistiques pour prendre des décisions qui sont chiffré. La régularité, le travail, la régularité, je le dis et je pense que tu l'as entendu souvent, la régularité, le travail. Et puis, la troisième chose, c'est quand même le plaisir. Et moi, je remarque que voilà, je pense à une période où il fallait vraiment aller vendre. Je devais aller visiter des magasins, des restaurants. J'avais 8 rendez-vous par jour et c'était vraiment chronométré. Et en fait, c'était une période où il fallait aller chercher du chiffre. Donc, on est allé chercher du chiffre, on l'a atteint, c'est pas ça. Mais en fait, il y a un moment, il n'y avait plus de plaisir. Et du coup, je suis retournée dans mon salon de thé. Je me suis servi une tasse de thé. J'ai servi une tasse de thé aux clients. J'ai même fait le nettoyage du salon de thé. Et en fait, ça m'a redonné du plaisir d'être au contact des gens, d'avoir vraiment le plaisir de la mission pour laquelle on se réveille aussi. Et pas toujours aller chercher des ventes, mais aussi aller chercher le plaisir et ce qui nous nourrit. Parce que c'est ça qui va nourrir ton énergie et qui va faire que tu vas rayonner. Et si tu rayonnes, l'argent, il rentre. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je dis les 3, mais toi, tu en as 7 de leviers. Alors ça, c'est les 7 leviers du profit. Oui, non, je rigole. Mais ceci dit, le premier, franchement, je prends bonne note du premier parce qu'il ne vient pas souvent, le côté chiffre. Et c'est essentiel. Et c'est vrai que je suis sûr qu'il y a pas mal, surtout quand on vient du salariat, il y a pas mal de nouveaux entrepreneurs qui, à un moment donné de l'année, n'ont aucune idée d'où ils en sont. Et où, finalement, leur trésor devient pas dans leur tête, en tout cas, pensent que c'est leur revenu. Il y a la TVA, il y a les cotisations sociales, il y a l'impôt. Donc, c'est pas... Mais oui, je suis sûr qu'on pourrait faire une enquête et dire, tiens, savez-vous précisément où vous en êtes au mois de juin, et on serait surpris des résultats. Oui, mais non, c'est essentiel. C'est pour moi, ça doit... Enfin, c'est vraiment essentiel autant que prendre du plaisir. Parce que si tu ne vis que pour tes chiffres, à un moment, tu vas devenir gris, tu vas ternir. Parce que parler que de chiffres toute la journée, c'est pas ça qui te fait rayonner. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre entre les trois. Clairement. C'est des réflexes d'anciens banquiers. Ouais. Ce côté-là. Mais non, mais c'est important parce que je vois encore des cas où surtout avec le système tel qu'il existe, je prends un cas très précis, mais d'un entrepreneur qui fait une super année, qui n'adapte pas ses cotisations sociales, qui sont payables dans 3 ans plus tard, du coup, si tu ne les adaptes pas, et puis 3 ans plus tard, il fait une mauvaise année. Oui. Et donc, résultat, non seulement il a une mauvaise année, mais en plus, tout à fait. il prend sa régularisation de cotisation sociale, ce qui l'enfonce encore plus dans son... Donc, il y a pas mal de... Et en plus, à l'heure actuelle, avec les outils qu'on a, c'est quand même facile d'avoir un suivi. Je veux dire, jadis, on donnait nos phares de comptables à nos comptables et on attendait potentiellement d'avoir un compte de résultat après le trimestre et potentiellement d'avoir ton bilan à fin d'année. C'était les seuls chiffres que tu avais. C'était déjà pas facile de conduire ton véhicule ne sachant même pas quels étaient les chiffres que tu avais, la direction dans laquelle tu allais. Mais maintenant, avec tous ces outils, tu scannes ton truc, tu as directement ton résultat à la minute, quoi. Tu vois, tu peux le sortir directement. Je trouve que c'est important. Donc, le conseil de ce podcast, si on ne devait en retenir qu'un, suivez vos chiffres au jour le jour. Et c'est une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose. Quel est ton thé préféré ? C'est vrai, ça. Quel est ton thé préféré ? Tu as parlé du vert tout à l'heure, mais... Ouais. Donc, j'adore les thés verts japonais. Donc, pour moi, c'est ceux qui présentent une saveur umami. Donc, on est vraiment sur des feuilles de thé qui rappellent un peu le côté légumes verts, épinards, un peu poissonneux. Alors, je te vends pas du rêve comme ça, mais c'est très bon. Est-ce qu'il y a un ou une entrepreneur que tu voudrais voir assise à ta place sur le fauteuil du podcast des entrepreneurs inspirants ? Est-ce que tu as déjà interviewé Anne-Sophie du Chandéol ? Non. C'est vrai Hubert va venir parler cette année dans le podcast, dans les nuits des entrepreneurs inspirants. Mais ah, très bien. Eh ben, Anne-Sophie. On n'a pas encore eu Anne-Sophie, donc je prends note. Ouais, la cosmétique belge. Ouais. Et où est-ce que les auditeurs peuvent suivre ton actualité ? Alors, sur LinkedIn, Sophie Lerson, sur Instagram, les Télis de Sophie, et sur par newsletter. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne, c'est envoyer des newsletters. Tu n'es pas sur TikTok ?
Une marketeuse digitale. Je suis sur TikTok, mais avec le compte du magasin. Donc ça, c'est le comptoir des Télis de Sophie. Ah oui, tout à fait. Oui. Eh bien, un grand merci Sophie pour ce partage très inspirant. Chers auditeurs, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et à très bientôt. Merci Sophie. À bientôt.